Donc, après toutes ces présentations, j'espère qu'elles vous ont inspiré. Pour ceux qui connaissaient l'aquaponie, j'espère que vous avez appris quelque chose quand même. Merci aux producteurs d'avoir été hyper transparents sur les chiffres, sur comment vous êtes installés, etc. etc. Ça va être le moment de discuter des modèles économiques. Là, on va se focus sur les modèles urbains, donc des modèles type ce qu'a présenté Arnaud, des modèles type périurbains comme tous les autres en fait, comme tous ceux qui sont là. Et on va du coup parler des enjeux, donc force, enfin en gros faire un SWOT et réfléchir ensemble à comment développer un modèle urbain pérenne. Voilà. Donc, pour commencer, on va essayer de parler et d'énumérer les avantages, les inconvénients d'un système urbain. Et je pense qu'on va commencer par Monsieur Pigeon, parce qu'il n'y a pas plus urbain que toi ici. On pourra bien évidemment revenir sur certaines slides. Il y a des slides, le SWOT de Jean-Philippe était super, certaines données économiques de Cyril également, si vous voulez. Et l'idée, c'est que vous interveniez aussi, et que si vous avez des questions tout au long de la table ronde, eh ben, il suffit de lever la main et moi je ferai en sorte que vous puissiez parler. Voilà. Arnaud, est-ce que tu pourrais rapidement citer les avantages qu'a ton modèle, parce que tu as parlé de rentabilité, tu arrives à te sortir un salaire qui est plutôt confortable en aquaponie, avec un temps de travail assez confortable. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ces résultats-là ? Je pense, pour reprendre un peu les slides de tout à l'heure, en fait, moi je fais à la fois de la différenciation, de la diversification et de l'expérientiel, c'est comme ça qu'on disait, où en fait j'ai un modèle de production, mais j'ai aussi un modèle de pédagogique. Et en fait, je pense que c'est ça en fait la finalité de Symbiose ou Hangar Zéro. C'est que en fait, j'ai commencé d'abord par faire des micro-pousses, ensuite j'ai fait des poissons avec la transfo, ensuite maraîchage / visite, pour donner un peu un ordre de grandeur du modèle économique. En gros, je vends pour 1000-1500 € de produits aquatiques par mois. Les visites, ça dépend, mais si on lise sur l'année, je suis entre 1000 et 1500 aussi. Ça. Les micro-pousses, là forcément, en fait c'est bien monté cette année, donc je disais que j'étais à peu près à 1000 barquettes par mois pour vendre du 4 €, donc c'est clairement ça qui tire le chiffre d'affaires. Je suis entre 3 à 4 000 € de micro-pousses par mois, et visite, produits aquatiques, micro-pousses, maraîchage. Comme je disais, en fait la serre n'était pas prête l'été dernier, l'été d'avant c'était mon système, donc cet été c'était ma vraie première saison on va dire. J'ai pas eu des résultats aussi satisfaisants que je voulais, parce que en fait je suis aussi passé président du Hangar Zéro, donc de toute la structure dans laquelle est implanté mon bâtiment, donc ça m'a pris du temps. Mais en gros l'idée c'est d'avoir 6 à 7 000 € de chiffre d'affaires par mois, donc avec ces 4 sources de revenus qui vont varier dans le temps. Pour répondre à ta question, c'est un peu ça je pense la force de mon modèle, c'est que les produits aquatiques, je vais en vendre 3 fois plus au mois de décembre, les visites je vais en vendre 2 fois plus de avril jusqu'à juin, les micro-pousses de juin jusqu'à là, octobre, c'est encore bien tourné. Donc en fait, c'est un chiffre d'affaires stable dans le temps, mais qui va avoir des sources de revenus qui vont varier dans le temps. Et, donc, et en même temps, avec des clients aussi qui vont varier dans le temps. Il y a les micro-pousses pour les pros, il y a les produits aquatiques pour les particuliers, et il y a les visites pour les écoles et les assos. Donc en fait, ça permet de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et voilà. On voit le logisticien. Juste un dernier, si tu peux juste développer un petit peu l'accès au foncier, parce qu'on dit agriculture urbaine, une des plus grosses problématiques, c'est combien ça va me coûter d'acheter mon mètre carré en ville. Toi, comment tu t'es débrouillé? Alors moi je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Quand j'ai fini ma formation chez Aquaponia, j'ai rencontré les gens du Hangar Zéro, je leur ai présenté mon projet. Il y avait à peu près 45 000 € d'investissement juste pour le système aquaponique, donc les bassins, la tuyauterie, la vannerie, le fumoir, enfin vraiment l'outil de production, sachant que la serre et le bâtiment en fait c'était déjà là, donc c'était pas à la charge de ce projet-là. Donc j'ai réussi à baisser la facture à 36 000 €. Et en fait moi aujourd'hui c'est comme si je louais un appartement meublé. Donc en fait je paye pour le foncier et je paye aussi pour l'amortissement de l'investissement de ces 36 000 €. Donc en gros ça fait 36 000 € divisé par 9 années, divisé par 12 mois. Donc en fait ça me fait un loyer. Donc en gros si je compte loyer plus amortissement plus les charges donc eau et lec et toute la TVA, je suis à peu près à 1600-1700 € par mois. Avec mon salaire c'est les deux plus gros postes de charge on va dire. Et donc c'est pour ça qu'en fait dans mon modèle, l'idée c'est qu'il y avait le Hangar Zéro
qui a mis de l'argent sur la table. Il y a la région Normandie qui en a aussi mis parce qu'il y a eu des subventions. Moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir gagner une subvention qui s'appelle la French Tech Tremplin. Donc, j'ai eu l'équivalent de 30 000 € de subvention pour pouvoir commencer à exploiter l'outil de production. Donc, avec ces 30 000 €, ça m'a permis d'acheter des premiers consommables, donc des lots de graines, de l'eau, des premiers lots de poissons, etc. Mais aussi les premiers équipements, donc des épuisettes, des couteaux, des planchers découpés, etc. Et mes premiers salaires. Donc région Normandie, hangar 0, moi en tant qu'exploitant agricole, en fait c'est ça aussi qui était bien, c'est que j'étais un peu le bureau d'études pour le hangar 0, donc c'était la première casquette. Ensuite j'ai eu la deuxième casquette de construction. En fait je suis pas menuisier, je suis pas plaquiste, je suis pas tout ça. Mais par exemple en plomberie, je suis vachement monté en compétence, je pense. Et en fait je voulais, mais je pense qu'il va falloir pour tout le monde clairement. Et en fait, je voulais comprendre les points forts, les points faibles de mon système. Et après, la troisième casquette, j'ai exploité. Et je crois que c'est Richard qui le disait tout à l'heure. Au début, en 2022, je faisais 60-70 heures semaine, j'étais au RSA. Et donc, c'était compliqué. Et aujourd'hui, je bosse beaucoup moins. Et j'ai en gros tout le fruit de mon travail que j'ai fait. Donc, je pense que pour toute personne qui serait intéressé pour créer un projet aquaponique, peu importe la taille, je pense qu'il faut être suffisamment capable financièrement, mentalement et émotionnellement, je dirais, à avoir cette période de transition. Donc, ok. Je crois que j'ai un peu divagué. Non, mais c'est hyper intéressant et je pense qu'on te ressollicitera lorsqu'on essaiera de créer le modèle urbain parce que pour l'instant, t'es le plus urbain des urbains. Un modèle qui vient contrebalancer un peu plus paysan, je vais te donner la parole à Margot. Là, on a eu un peu l'évolution de comment Arnaud a réussi à se payer. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est la vision de on fait avec très peu d'invest, avec ce qu'on a, low-tech, on essaye d'être le plus résilient possible, notamment sur le point de vue aussi économique, et la montée en charge progressive pour arriver à un salaire assez stable, si j'ai bien compris aujourd'hui. Si tu peux nous détailler un petit peu comment ça s'est passé. Ouais. Alors nous, ça a commencé pareil je sais pas si c'était 70 heures semaine, mais des grosses semaines et RSA, ou chômage pour une partie, mais voilà. Et en fait, le problème, c'est que ça tient pas si mal comme ça. Enfin, ça tient pas si mal. Une fois que tu t'es habitué, voilà. Et à chaque fois, tu te dis, de toute façon, là, ça va, je supporte pendant un an de plus, je fais du train de vie, je m'organise. Ce qui compte, c'est que la boîte, elle tourne et que ça aille. Et l'année prochaine, je pourrais me payer un SMIC. Mais en même temps, il y a de la construction, tout ça, donc on n'est pas très efficace. Donc bon, c'est pas grave, ça sera l'année d'après. Puis c'est vrai que ça a tendance à se décaler un petit peu dans le temps. Je pense qu'on aurait pu optimiser et commencer à se payer plus tôt si on avait été moins dévoué corps et âme à l'entreprise, à vouloir absolument tout donner pour l'entreprise. Parce qu'à un moment, voilà. Le point de départ, c'était de se dire, on ne veut pas être endetté pour pas avoir ce stress. Et donc, on a investi, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a forcément de l'investissement à faire, mais on a investi quand même de manière très limitée. Et la conséquence, c'est que du coup, il faut tout faire soi-même, donc on a encore plus de temps à se payer. Mais on est moins stressé, parce qu'on a moins de charges, donc on arrive à tenir l'entreprise comme ça en se payant au RSA. À un moment, il y a un équilibre à trouver, parce que le but, c'est quand même de pouvoir se payer. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on arrive à se payer un SMIC chacun. Alors on fait plus que 35 heures, mais on arrive quand même à prendre des vacances. Encore une fois, c'est parce qu'on est 3. À prendre des vacances et à travailler des horaires qui sont quand même raisonnables. Voilà, on doit pouvoir continuer à améliorer l'efficacité, le salaire qu'on se sort et le temps de travail. Mais, vous, c'est majoritairement vente directe et panier, c'est ça? Oui, c'est ça, vente directe. Toi aussi, Richard? C'est majoritairement vente directe, mais pas que. Ouais. Parce que autour de moi, j'ai une offre de maraîchage qui est assez importante, locale. Je voulais rebondir sur Richard en disant, et Richard, la ferme qui a le plus gros marché autour de lui, parce que c'est le seul implanté en Ile-de-France pour l'instant. Donc ça va être hyper intéressant d'avoir ton retour, donc, notamment sur tes circuits commerciaux. Mes circuits, ils sont diversifiés. Donc j'ai de la vente directe, comme je disais. J'ai AMAP, épicerie participative. J'ai un peu de restaurant. Mais pourquoi aussi toute cette diversification? Parce que autour de moi, j'ai beaucoup d'autres maraîchers en bio qui sont installés depuis un certain nombre d'années, que les particuliers ont leur habitude de consommation, que c'est très difficile de leur en faire changer.
Alors, je sais plus à qui je disais, c'est peut-être dû aussi au mode de vie des Parisiens, enfin des Franciliens, qui sont des gens qui ont une vie active importante, qui veulent tout leur temps pour leurs loisirs, et donc consomment essentiellement soit dans les supermarchés, soit éventuellement dans des lieux qui sont déjà identifiés, mais du coup pour leur faire sortir de ce mode de consommation et dire moi je suis en nouveau, je fais quelque chose de très bien, venez essayer. Peut-être qu'ils vont essayer une fois, mais en fait ça ne va pas forcément leur convenir. Il faut avoir une offre produit qui est importante pour pouvoir les attirer. Si vous avez une offre produit qui est très limitée, ils ne vont pas venir juste pour vous acheter des salades ou des tomates ou de la truite fumée, même si elle est très bonne. En tout cas pour ma part. Et donc voilà, le besoin c'est aussi de diversifier la distribution parce que à un moment on produit et puis faut pas qu'il reste sur les bras, donc faut trouver d'autres canaux de distribution. Voilà, je crois. Ok, mais c'était intéressant pour parler du marché. J'avais omis le fait que tu vendais un peu au resto. Du coup, Cyril, moi je vais te lancer sur le fait que votre cible commerciale c'est quasiment strictement des restos gastro, donc c'est une gastro ou étoilé, en tout cas haut de gamme, donc c'est hyper orienté milieu urbain. Les avantages et les inconvénients de ce type a priori, parce que urbain et périurbain, parce que les étoilés sont pas forcément oui, urbains, mais dans la diagonale du vide, je pense que la densité de resto gastro elle est un peu plus faible qu'à Paris, quoi. Oui, au kilomètre carré. Oui, alors après nous c'est un peu le retour d'expérience de la formation et de la filière qu'on a découvert. On parlait des modèles économiques, nous on en a identifié 3 en France sur la partie commerciale. Donc moi je l'ai défini comme ça, le modèle unipersonnel, chez qui on est allé, nous en stage chez Guillaume Schlur en Normandie, le modèle agro-industriel, avec les 4 grands leaders que tu as cités, et puis le modèle micro-ferme 2 à 5 ETP qu'on a pas mal exploré pendant la formation, et un modèle qui a peut-être les plus grandes difficultés aujourd'hui économiquement de trouver son équilibre financier. Et donc l'idée c'était d'être un peu disruptant dans ce modèle, pas dans le dimensionnement ou dans les volumes de production, mais dans le débouché commercial, quoi. Donc, alors moi j'ai une certaine appétence pour la partie commerciale. On a été commerçant, ce que j'ai expliqué, quelqu'un qui m'a posé la question. Moi je suis coach sportif de formation, j'ai été 10 ans salarié à Nantes et ensuite j'ai été 20 ans entrepreneur avec 2 structures et 20 salariés, beaucoup de clients et un gros bagage de formation commerciale, vente, marketing, etc. Et je pense que dans toutes les compétences que tu as citées, moi dans les gens que j'ai rencontrés, ce qui n'est pas mon cas, je vois des compétences techniques, scientifiques, opérationnelles, et sans que ce soit péjoratif, très peu de compétences commerciales et marketing, quoi. Et donc c'est pour ça que nous c'était important de compléter notre expérience, notre vécu par la formation intensive du DSA. Et de ne pas avoir l'ambition de créer le modèle tout seul et de continuer à être accompagné. Donc dans la formation, on a aussi rencontré les différents bureaux d'études qui proposent des prestations en France, qui ne nous ont pas convaincus, sans que ce soit péjoratif. Et là, on a la chance d'être géographiquement proche d'Aquaponia. Et puis bon, jusque-là, ça matche bien entre nous. Donc l'idée, c'est de tirer le fil. Et donc, comme je disais, dans le choix du poisson, c'est vraiment de tirer le fil jusqu'au bout en étant sur une production 100% aquaponique, en valorisant l'abattage avec l'Ikijime, et puis en s'orientant vers une cible très spécifique. À haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée. En fait, moi, j'essaie de te pousser par rapport au modèle urbain qu'on essaye de pousser, de discuter là. Pour moi, la cible de votre client, elle permet de vendre des produits à ultra haute valeur ajoutée. Et on pourrait discuter, des sujets, il y en aura 10 000, mais du prix moyen, par exemple, de vente de ton kilo de poisson. Parce que quand vous voyez les chiffres, vous pouvez vous dire, vous sortez une calculatrice, vous pouvez vous dire, bon, ça change de la truite arc-en-ciel à 9 € du kilo. Vous êtes positionné sur un poisson avec un prix de vente, bon, je veux pas parler. Nous, on a démarché, on a prospecté aujourd'hui sur un prix de base à 25 € le kilo. Qui est complètement disruptant avec. Mais il faut avoir la bonne cible. Et nous, textuellement, on a des chefs qui nous ont dit, bah oui, c'est le prix du bar de ligne,
Mais avec tout le process que tu me présentes, avec l'histoire que tu me racontes, bah, ça vaut le coup. Et le goût, enfin en fait, tu as été les voir, ils ont goûté en fait. Voilà, ils ont goûté ils le ont produit. goûté, ils nous ont testé sur l'Ikejime en testant des poissons en maturation sur 10-15 jours. non, pas nous, mais en testant le poisson. Et ils l'ont validé. Et comme c'est un produit qui n'existe pas, nous on est quand même sur du circuit court parce qu'on est à 35 minutes d'Angers, 35 minutes de Rennes. On a trouvé des sites qui ont le profil étoilé, mais qui ont quand même malgré tout du volume. Qui sont à 30 minutes de chez nous, donc avec une logistique aussi qui se conditionne bien, j'en parlais tout à l'heure avec Arnaud, sur des restos qui ne sont pas ouverts en début de semaine, qui veulent une livraison en fin de semaine pour du poisson qu'ils vont utiliser la semaine suivante. Donc tout ça, ça semble bien se mettre en place et c'est plutôt notre conviction d'aller vers ce modèle-là parce qu'on veut travailler tous les deux, peut-être un salarié à terme, mais pas plus. Vas-y, Essène. Oui, mais je pense que c'est vraiment important cet aspect de quel est le marché, quels sont les besoins du marché. Souvent, on se lance sans avoir regardé autour et quels sont les besoins. Et donc, on a une vision technique, une vision parfois écologique de ce qu'on veut faire. On ne sait pas si derrière, il y a un marché. Et la démarche faite ici est très importante. Et souvent, quand on est aquaponiste, on est d'abord technicien, on est amoureux du vivant. Et on se préoccupe peu de est-ce qu'il y a un marché, il y a un consommateur derrière. Et on fait souvent cette démarche de construire sa ferme. J'entends peu, à part toi, Cyril. J'entends peu de gens qui disent on a d'abord testé les besoins, on a d'abord prospecté autour, quel est le contexte géographique, quelle est la situation économique, et de là, qu'est-ce que je peux trouver comme marché ici. Et ça, c'est vraiment très important parce que derrière, oui, les techniques, elles sont là, on connaît les choses, ça peut fonctionner bien une fois qu'on a acquis de l'expérience, mais quel est le marché? Oui, c'est sûr qu'en entrepreneuriat, à un moment donné, c'est quand même l'aboutissement final qui compte. Après, tout ce qui est avant, c'est que des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Mais à un moment donné, c'est l'aboutissement économique, commercial et donc financier qu'il faut d'abord évaluer. Jean-Philippe, toi, tu as un modèle pour l'instant, un circuit de commercialisation où tu vends particulier, panier et restaurateur. Ouais. Donc tu mélanges un peu tout ce qu'on a dit. Bon, après, vous êtes plusieurs à le faire, mais toi, tu es en train de faire, si je me souviens bien, tu es en train d'essayer de faire des choix de balance entre tes répartitions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu penses de ces 3 canaux de distribution? Déjà c'est marrant parce que ce choix, c'est un choix que j'ai en tête depuis quelques semaines et de voir les conférences hier, ça m'a conforté là-dedans. J'ai fait des études de marché et c'est vachement intéressant ce que tu dis. Bien sûr qu'elles sont fondamentales et je pense que Cyril a eu une chance que beaucoup n'ont pas, en tout cas que j'ai pas eu, c'est qu'il a pu faire goûter ses produits avant même d'avoir la ferme. Moi, quand j'étais voir mes restaurateurs, ils disaient hey, les gars, je vais produire tout ça, ça va être génial. Ils m'ont dit oh pas de souci, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mais quand je suis revenu après avec mes produits, c'était plus aussi clair, il y avait de la concurrence. J'ai eu du mal à convertir les prospects en vente en fait. Mais je me suis quand même attelé à prospecter des marchés, faire goûter, amener mes produits et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'ai un vrai intérêt. À chaque fois que je sors d'une prospection, j'ai un restaurateur qui me tape dans la main et me dit on va travailler ensemble. Et ça se passe pas en fait. Le déclic se fait pas simplement. Certains le font, mais ça se passe pas aussi simplement que ça. Parce que on l'a dit aussi, les restaurateurs ont leurs contraintes, c'est de plus en plus difficile pour eux. Ils vont chercher du prix en priorité. Et voilà, donc et ils ont généralement déjà leur schéma de distribution qui sont clairs. C'est vachement facile de passer chez Transgourmet au Promo Cash. Finalement, quand on veut juste chercher 3 micro-pousses et 2 trucs Ikejime à la ferme d'à côté, même s'il y a une livraison, ils vont pas se rendre la vie plus compliquée pour ça en fait. Donc restaurateur, j'en reviens un petit peu et ce qui m'intéresse plus et ce que je suis en train de creuser, c'est vraiment ce que Margot disait, AMAP. Là, on s'est mis dans des AMAP et on propose à la fois légumes, poissons, produits transformés, mais il y a des AMAP qui ont déjà des maraîchers. Donc on leur dit pas de souci, nous on va juste venir sur la partie poisson. Et on arrive quand même à mettre le pied dans les AMAP avec peut-être une partie de notre gamme. Et l'autre chose qu'on travaille et que j'ai testé depuis peu, c'est les paniers en fait. C'est vachement intéressant parce que je vous ai parlé de mes problèmes de trésorerie en fait. Quand on se lance, on a besoin de trésor et les paniers c'est un cash flow positif en fait. Les gens payent un abonnement et on sait que pendant 6 mois, 1 an, on va leur livrer des trucs toutes les 2 semaines. Et l'argent est déjà sur notre compte. Donc c'est un confort absolument dingue. Et moi, si j'avais
une piste, en tout cas à préconiser, si vous avez la zone de chalandise et le marché pour ça, et en milieu urbain, je pense que ça peut être le cas, travaillez ça en fait. Travaillez ça, essayez de trouver les clients en amont et essayez de leur vendre des paniers. Et en plus, la réalité, c'est que quand vous avez le lien avec un client particulier, qu'il a visité votre ferme, qu'il a vu les valeurs que vous mettez derrière et ainsi de suite, bah, si un jour les truites sont un peu plus petites, il ne va pas vous embêter en fait. S'il y a 3 pucerons dans la salade, il ne va pas vous embêter. Parce qu'il sait comment vous l'avez fait, il sait pourquoi vous l'avez fait. Donc c'est aussi assez réconfortant à ce niveau-là en fait. Donc voilà, moi aujourd'hui la piste que j'affectionne et qui me paraît pertinente en agriculture urbaine, c'est des paniers prévendus avec des engagements sur la durée. Ok. Si je peux me permettre, vas-y. c'est pas le sujet, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. J'élargis juste, c'est pas l'agriculture urbaine, c'est l'agriculture paysanne. Ouais, en réalité, c'est notre Mais c'est plus facile peut-être à trouver, c'est plus facile à développer en agriculture urbaine. D'avoir des personnes qui s'engagent. Et on pourra reparler aussi du fait si vous vous positionnez ou pas en tant que vendeur de produits aquaponiques ou pas du tout. Sur les circuits de commercialisation, je pense qu'on en a déjà bien parlé, il nous reste pas beaucoup de temps, 15, 20, 30 minutes, 50 minutes, 20 minutes, donc il nous reste 15 minutes. Sur le foncier, on a eu Arnaud qui a un modèle, voilà, une opportunité, un modèle assez, t'as été la chercher, mais un modèle assez spécial. Richard qui est en location. Ouais. On va te faire parler, Guillaume, sur toi, ton parcours d'installation, parce que toi, tu as été propriétaire de ton terrain. Ce qui m'a marqué un petit peu dans ta ferme, c'est la façon dont tu as communiqué, le rapport avec les élus, le fait que tu aies acheté, investi dans le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, les avantages, les inconvénients de pas avoir de loyer, mais d'avoir une charge supplémentaire sur le terrain, etc. Voilà. Je vais essayer d'être assez concis. Globalement, au total, j'ai levé un peu plus de 2 500 000 € pour développer l'éco-village. Et il fallait que je dilue en fait le risque au profit du coup de tout un tas de partenaires. Parce que quand j'ai créé l'éco-village, j'ai créé l'éco-village à l'époque avec 100 € pour la société d'exploitation, 100 € pour la holding et 100 € pour la SCI. Donc tout à l'heure on parlait du coup en fait de compétences en marketing et en commerce, mais il faut développer aussi du coup pas mal de compétences en ingénierie financière. Et je le recommande vivement, c'est fondamental. Au-delà de tout ce qu'il faut appréhender quand on crée un projet aquaponique. Et donc, il a fallu que je dilue le risque entre différents partenaires. J'avais commencé à évoquer avec certains d'entre vous le fait que du coup j'ai obtenu un peu plus de 530 000 € de subventions européennes et régionales via du FEADER et du FEAMP. Donc là, pareil, on est sur des temporalités longues, puisque du coup, en fait, Hicham avait commencé à le dire, mais du coup, en fait, on est sur des temporalités qui sont entre des partenaires bancaires, entre du coup en fait des montages de ces subventions qui peuvent durer 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, parce que du coup en fait on a il faut structurer du coup, pour chaque poste de dépense supérieur à 1 500 €, il faut avoir 3 entreprises qui vont du coup en fait nous donner des devis, et donc ça sous-entend que pour pouvoir avoir ces devis, il faut solliciter les entreprises. On est sur des choses vraiment longues, fastidieuses, et pour qui du coup en fait lève de la dette sans ou va chercher de l'argent sans en avoir énormément au début. Faut être malin sur le plan financier. Et donc, j'ai effectivement dû créer une société civile immobilière pour pouvoir en fait lever du coup un peu de dette supplémentaire pour acheter le terrain, mais surtout pour du coup en fait faire la démolition, parce que j'ai acheté 1,3 hectare, mais historiquement il y avait un peu plus de 7000 m² d'anciens sites horticoles avec des bâtiments en amiant, donc il a fallu désamianter, il a fallu terrasser, il fallait que le terrain soit plus ou moins plein à 1 cm de dénivelé. Donc on a concassé du coup 500 tonnes de béton, c'était monstrueux en termes de travaux, et donc nécessairement il fallait que du coup en fait ce risque soit limité avec différentes sociétés. Et donc je payais, l'éco-village en fait payait des loyers à la SCI, voilà. Et donc ça augmentait nécessairement du coup en fait le remboursement des prêts tous les mois, mais surtout c'était mon modèle. Parce que c'était compliqué d'arriver à trouver du foncier. J'ai eu une difficulté en tant que en m'installant du coup avec la chambre d'agriculture et la mutuelle sociale agricole à identifier du foncier au tout début.
J'avais peur du coup en fait d'être préempté, je ne sais plus comment ça s'appelle, la SAFER, merci. Je l'ai un peu oublié, mais oui, j'avais peur d'être préempté par la SAFER. Et donc en fait, quand j'ai identifié un foncier qui était complètement laissé en désuétude depuis un peu plus du coup d'une dizaine d'années, j'ai appelé la SAFER pour savoir s'ils allaient préempter ou pas. Et puis j'étais très cash avec eux et puis je leur ai dit voilà, j'ai ça comme projet, est-ce que vous allez préempter ou pas? Et puis du coup ils n'ont pas manifesté d'intérêt, donc du coup j'ai pu acheter ce terrain et puis démarrer le projet. Redis-moi un petit peu. Non, mais c'était surtout pour avoir pour exposer de quelle façon on peut se procurer du foncier, comment on peut avoir une ferme, donc en louant, en ayant une opportunité dans un tiers-lieu ou en l'achetant en fait. Ouais. Mais du coup intéressant, je vais devoir passer à un autre sujet qui est l'aspect réglementation. On a vu à qui vendre, circuit de commercialisation, on a vu comment s'installer, mais pour le public, je pense qu'on va faire un petit point réglementation, Guillaume Bechet et Virgile, si vous avez des préconisations là-dessus, les difficultés, les difficultés qu'il y a. On peut parler des systèmes comme Greenell, qui ont eu du mal à s'implanter à Paris. Les problématiques de portance sur les toits, parce qu'on a tous quand on ne connaît pas encore énormément l'aquaponie, on peut avoir la belle image de l'aquaponie, on peut le mettre partout, on peut en mettre partout sur les toits, on va mettre des serres partout, etc. dans Paris. En réalité, c'est pas si simple que ça, pour des problèmes parfois de portance et des réglementations, etc. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des porteurs de projets s'ils souhaitaient s'installer en ville, ou en tout cas leur dire... Non, elle est bien, je la laisse. Non, bah oui, si l'aquaponie se dirige vers l'agriculture urbaine, il y a des choix techniques qui sont liés au contexte d'implantation, notamment là, les questions de portance. On ne peut pas s'imaginer s'installer facilement en rafte en milieu urbain. Donc ça, c'est plutôt des limites, on va dire techniques. Maintenant, il y a des limites réglementaires qui vont être beaucoup plus fortes que sur du périurbain, notamment au niveau des PLU et de la question de la distance routière. On veut s'installer dans Paris, dans une grande ville. La législation par rapport à des exploitations, par exemple piscicoles, c'est 100 mètres de distance routière. Alors pour trouver une zone d'implantation en milieu urbain où on est à 100 mètres de distance, c'est compliqué. Je crois que c'est acté ou en cours, mais il y a des travaux pour réduire cette distance réglementaire plutôt à 50 mètres, ce qui faciliterait beaucoup l'implantation. Il y a la question de l'intégration au niveau du réseau d'eau urbain. On fonctionne beaucoup en périurbain sur... ça peut être des forages, par exemple. En ville, on va plus se diriger vers les réseaux collectifs et donc des rejets dans les réseaux collectifs. Donc on a peut-être moins de questions d'impact environnemental comme on pourrait l'avoir dans le milieu périurbain où on peut rejeter sur des terres, faire de la ferti-irrigation ou en tout cas avoir vraiment ces effluents qui retournent dans les circuits hydriques de la zone géographique. Mais il y a aussi des avantages qui sont énormes, donc je sens du réglementaire et du technique, mais de potentiel de distribution de ces produits et du point de vue aussi énergétique. Je suis persuadé qu'il faut vraiment pousser tout ce qui est récupération de chaleur fatale, valorisation énergétique de l'activité des villes, ce qui est beaucoup plus difficile en périurbain. Et ça, c'est peut-être imaginer des systèmes de couplage avec à des sites de production, des sites industriels, des choses comme ça qui produisent à perte de l'énergie qu'on pourrait revaloriser. Donc faire sauter quelques limites de l'aquaponie de certains sites qui, par exemple, ne veulent pas chauffer une période de l'année. Vous êtes en ville, vous avez accès à cette ressource valorisable, autant peut-être le faire. Et donc basé sur ces avantages-là, s'éloigne du réglementaire. Ouais. C'est absolument réalisable de réagir par rapport à ça, parce qu'en hydroponie, ça serait pareil. On parle souvent de cercle avec faire de la chaleur. Oui, donc que ce soit hydroponie ou aquaponie, le bas qui blesse, c'est l'énergie dont on a parlé. Et effectivement, nous, on a travaillé sur une serre en toiture hydroponique dans le cadre du projet Groove. Il y a 4 sites pilotes qui se sont implantés, dont un chez nous à Jean-Blou Agrobiotech.
Et on a rien que le design de la serre, si elle est bien pensée, peut diminuer la charge énergétique. Et puis on se connecte aux chaleurs perdues d'un bâtiment d'enseignement et de recherche où il y a un laboratoire qui doit avoir des températures constantes toute l'année. Donc forcément, il y a de la chaleur fatale qui s'en va, on la récupère. Et grâce à ça, malgré qu'on soit en serre, en toiture, on est extrêmement économe en énergie, y compris l'énergie de construction. Par contre, quelque chose, si on peut aller en aquaponie, rester sur le plancher des vaches, je le conseille vivement, parce que c'est multiplier les défis techniques, multiplier les investissements. Si on peut faire simple, faisons simple en aquaponie. C'est déjà compliqué. Donc, ça c'est l'expérience de plusieurs années. Je pense que ça peut être un beau mot de la fin pour la partie, enfin en tout cas pour ceux qui sont réunis autour de la table. Je pense qu'on va laisser un peu plus parler le public pour les 10 minutes qui restent. Et juste pour revenir sur les partenariats dont parlait Virgile sur récupération de chaleur fatale, je pense qu'il faut s'imaginer une implantation, le terme un peu de symbiose industrielle, un terme qui était à la mode, il y en a un nouveau maintenant mais je suis déjà has-been. Récupération de chaleur fatale, utilisation des biodéchets, travail avec ceux qui font des insectes, travail avec les autres types de fermes urbaines. À Paris, il y a un tissu de partenariat potentiel qui est énorme. Par contre, il y a des problématiques d'installation qu'on aurait pu pousser un peu plus, je pense, mais bon, on pourra en discuter avec plaisir. Mais travailler avec la FOP, travailler avec les centres de formation, travailler avec des programmes de recherche, travailler avec des entreprises, etc., etc. Je pense qu'il y a un énorme travail de partenariat à faire, truc qu'on est plutôt doué chez Ecologia. Travailler avec le tissu partenarial pour favoriser le troc, le partage d'expériences, etc., etc. Et essayer de s'éloigner un peu du modèle classique. Je pense que si tu aurais plein de choses à dire là-dessus au Havre. Mais voilà. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez appris plein de choses. Là, ça va être à vous d'avoir la parole, donc vous avez 10 minutes et puis après, on peut échanger bien évidemment, vous pouvez aller voir qui vous voulez sur le temps du repas. Mais à chaud comme ça, est-ce que vous avez des remarques, des interrogations, des réflexions ? Oui, vas-y. J'ai une question, je ne sais pas si c'est une question qui fâche, mais je suis hyper contente qu'on ait une trentaine de fermes aujourd'hui en France. Est-ce qu'on sait combien se sont montées et n'ont pas marché ? Guillaume va peut-être mieux savoir que moi là. À ma connaissance, tu en as environ 7 qui ont fermé. Il y en a quelques-unes encore qui sont en difficulté, mais la messe elle n'est pas dite encore. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi ce sont en difficulté ? La problématique en fait c'est juste le cash flow. À un moment donné, quand on est pris à la gorge par les emprunts et qu'on n'arrive pas à sortir de la trésor, qu'on se paye déjà pas, à un moment donné, faut se rendre à l'évidence, ça peut plus marcher en fait. Et donc la vraie problématique, elle est vraiment d'essayer de trouver comment réussir à tenir en cash. C'est vraiment ça, c'est la trésorerie qui va être le nerf de la guerre quand on est en exploitation dans les premières années. Et c'est très très compliqué, d'où je suis d'accord avec toi Guillaume sur le côté, le montage financier à la base il est hyper important et il faut surtout pas sous-estimer le besoin en fonds de roulement qu'il y aura sur les 3 premières années. Pour moi c'est crucial. Qui se matérialise par des investissements de base. Du coup, si on veut augmenter le besoin en fonds de roulement, l'investissement sur la ferme initiale peut être énorme. Parfois on pourrait voir des fermes qui sur le papier vont valoir 300 000 € d'invest. Mais si on provisionne du salaire pour 3 salariés sur 3 ans, on peut vite doubler l'invest en fait. Et pas oublier ce qui a été dit, on peut se planter la première, la deuxième année, ne pas avoir ses récoltes, avoir des corps de poissons qui meurent. Donc ça doit être tenu en compte dans son coût d'investissement, dans son coût. Je suis d'accord et c'est un vrai sujet parce qu'en fait là, si on veut présenter quelque chose que les banques ont envie de suivre, il faut être optimiste. Oui. En présentant un business plan de base qui, mais normalement c'est bon, c'est sûr on ne sera pas à ça, normalement c'est ça qu'on vise, ça passe, donc il faut être optimiste. Par contre, dans la réalité, dans sa tête et officieusement, il faut vraiment plutôt être pessimiste sur les 2 premières années, parce que vous allez casser du poisson. Je ne connais pas un aquaculteur qui n'a pas cassé du poisson. On va avoir des emmerdes, on en parlait encore tout à l'heure, il y a des trucs, des nouveautés qui apparaissent tous les ans. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que finalement, le business plan qu'on monte pour aller présenter aux banques, pour aller présenter aux FEAMP, etc., pour que ça marche,
faut pas que ce n'est pas celui qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bon, ça va être plus dur que ça. Moi, j'en suis intimement convaincu. Il faut habiller la mariée, puis... On avait une question ici. C'est pour Eric, c'était une question. Vas-y. C'était pour revenir sur la question énergétique. Aucun demandeur sur qu'est-ce que vous dépensez en énergie pour les pompes, etc. À quel point c'est un gros enjeu. Est-ce que le design permet d'améliorer ça? Est-ce que l'exploitation, à la phase d'exploitation, on peut améliorer ça aussi? Et est-ce que vous avez des exemples de récupération d'énergie ou de choses auxquelles vous pensez pour limiter cette dépense-là? Ça fait 5 questions, on est Vas-y, Guillaume, je pense que... alors, répondre rapidement, c'est impossible, là. Des exemples, oui, il y en a. Un très bon exemple, c'est Big, qui est plus en exploitation ou qui va arrêter son exploitation, je crois. C'est encore. Mais qui est encore. Ils le sont encore. Ils sont soutenus par Veolia. Mais... Donc là, récupération de chaleur fatale, justement, ça c'était un bel exemple intra-urbain. Ouais. Ça, tu en parleras mieux que moi, parce que c'est en Belgique. Après, les grosses fermes qui sont en train de se monter sont toutes sur des modèles où elles essayent de récupérer de la chaleur fatale, notamment Ozon, là, qui est en construction, ils sont vraiment sur ce modèle-là aussi. Ils récupèrent à côté? Ouais, sur des sites tiers ils s'installent en fait à côté d'un site tiers qui va leur fournir de la chaleur fatale. Et donc ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec la chaleur fatale, c'est qu'il n'y a pas obligatoirement besoin d'être voisin. On peut transporter de la calorie, même sur des longues distances. Et dès qu'on est sur un tissu urbain, en fait, il y a des possibilités pour ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément voisin direct, on peut avoir plusieurs blocs de bâtiments entre, et ils sont capables de transporter la calorie. Je ne suis pas en train de dire que c'est le modèle dont je rêve, mais ça se fait. Mais moi, je voudrais revenir plutôt sur ta première question. Est-ce qu'on est capable là d'identifier, de dire en gros ça va être combien de kilowatts par kilogramme de poissons ou de plantes vendues? Et là, on ne peut pas te faire une réponse autre qu'une réponse de Normand, à savoir ça dépend. Parce que le truc, c'est qu'il n'y a pas deux modèles. Là, si tu regardes toutes les fermes, il n'y en a pas deux qui sont identiques. Il n'y a pas le même rapport poisson-plante. Il n'y a pas les mêmes typologies de quel type de poisson, quel type de plante. Si tu fais un poisson d'eau froide dans une zone chaude, forcément tu t'achètes de devoir mettre du froid, donc ça te coûte. Et en même temps, si tu fais un poisson d'eau froide dans une zone chaude, et a fortiori dans une serre, si tu le fais, t'es pas complètement con, c'est que tu le fais parce qu'il y a un marché, et que donc tu essaies de le vendre. Est-ce que pour autant c'est la bonne solution et la bonne stratégie? Ça se discute, ça dépend. On pourrait se dire, à ce moment-là, on fait un poisson, typiquement on fait une carpe, poisson omnivore, très tolérant en température, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas de marché. Et donc du coup, il y a des vraies questions stratégiques, déjà à la base, avant toute chose, c'est qu'est-ce que je vais produire? Et moi je voudrais en fait, donc j'ai pas réagi tout à l'heure aux autres questions, mais je voudrais juste te dire un truc qui pour moi est fondamental, c'est qu'il n'y a pas deux fermes qui seront identiques. Je n'y crois pas, ça. Le côté j'ai une ferme et puis je suis capable de la dupliquer et d'avoir une franchise duplicable, genre un McDonald's à moins de 20 minutes de chaque Français, qui serait... Je n'y crois pas du tout. Ça ne marchera pas. Ça va dépendre du contexte local, ça va dépendre du porteur de projet. On a bien vu, plus compétences marketing, plus compétences plombier, voilà, ça dépend. Donc il va falloir qu'ensuite on aille chercher des partenariats, ça pour moi c'est primordial et c'est sous-estimé. Donc primordial, on parlait de la chaleur, mais ça peut être, partenariat, ça peut être la chaleur fatale, mais on pourrait dire partenariat avec quelqu'un qui par exemple est un transformateur, un mec en local, dont c'est le métier de transformer du poisson ou des piments, exactement. Et en fait, il y aurait tout intérêt, plutôt que de construire un local labo de transfo, de voir s'il n'y a pas des synergies à trouver. Et ça va dépendre complètement du contexte. Avec qui s'associer? Alors moi, je suis un fervent défenseur de ne pas se lancer seul. Pour moi, c'est casse-gueule, c'est beaucoup trop de pression. Je ne sais pas si Richard, tu es un peu d'accord avec ça, mais je suis pas tout seul. Après tout, mais c'est énormément de pression, sauf si vous êtes dans un cas ultra particulier et donc vous avez hyper contextualisé. Arnaud t'en est la preuve. C'est que justement, Guillaume Schlur, c'est l'exemple aussi qui est assez connu en ferme unipersonnelle. Il a un contexte très particulier. Ce n'est pas duplicable. Tout le monde n'hérite pas d'une serre.
Donc, je veux dire, c'est ça qui est important. Et dans tous les chiffres qu'on a présentés, je ne crois pas qu'on ait parlé du coût d'investissement à l'achat du terrain avant même d'avoir posé ne serait-ce qu'un plot de béton pour sa serre. Le terrain, il coûte combien? Et ça, c'est un vrai sujet aussi. Et c'est un vrai sujet à deux angles. Le côté, j'achète, donc je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est cool, mais du coup, j'ai posé déjà un billet. Ou alors je loue, mais quel est le devenir du terrain si jamais ça se passe pas bien? Et ça, faut y penser. Faut vraiment y réfléchir. Donc en fait, c'est tellement multifacette que ça ne peut être que contextualisé. Et je terminerai juste sur un truc. On oppose souvent, et moi je l'oppose pas du tout, l'aquaponie domestique et l'aquaponie commerciale. Pour moi, elles sont vraiment, elles font partie d'un tout, c'est juste une différence de taille. Quand on voit la taille de ton exploit, Arnaud, on pourrait dire c'est limite de l'aquaponie domestique. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'est rémunérateur. Donc, c'est pas le sujet. Pour moi, par contre, ce qui va être important, c'est que la finalité et ce qui fait vraiment la différence entre aquaponie domestique, où on fait ça pour soi, et l'aquaponie commerciale, c'est le domestique, on va se faire plaisir. Et on fait ce qu'on veut, en fait. On se fait plaisir. Le commercial, il va falloir qu'on fasse des compromis et qu'on s'adapte à son marché, et à son lieu d'implantation, et à ses associés, et aux partenaires qu'on va trouver, etc. Parce qu'il va falloir en vivre. Et c'est vraiment là pour moi la différence entre les deux. Elle est absolument pas technique, elle est absolument pas autre chose que ça. Il y en a un où je me fais plaisir avant tout, puis limite le reste je m'en fous. Et il y en a un, à la finalité, c'est qu'il faut que je vive et que je passe pas 80 heures par semaine pour gagner 500 balles. Donc voilà, et j'arrête de parler. Attends, il y a une question, je suis désolé. Marie? Moi, ma question, c'était un peu, je crois que tu as déjà commencé à aborder, c'est quel est l'avenir de l'aquaponie en Europe, on va dire, quelle forme elle va prendre à l'avenir. Donc apparemment, il n'y a pas une forme... Elle va continuer comme ça, je pense. On continue à explorer plein de choses. Il y en a qui rendent de plus en plus gros. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Tu auras deux modèles. Pour moi, tu auras deux modèles qui vont vraiment perdurer. Le modèle micro-ferme, hyper contextualisé, qui dépendra du porteur, qui dépendra de l'endroit où il s'installe, du poisson qu'ils ont choisi de faire, etc. etc. Et tu auras des grosses structures qui visent une production où en fait ils vont capitaliser sur le centime économisé sur le kilowattheure ou sur la bouffe de poisson, etc. Donc vraiment dans un mode de production industrielle qui lui du coup est duplicable parce qu'il est déconnecté du marché là où il s'implante. Mais il ne sera pas urbain, ça j'y crois pas. C'est des zones qui vont s'installer en périurbain au mieux et qui vont s'installer dans des zones où justement ils auront accès peut-être à côté d'un méthaniseur parce qu'ils auront de la chaleur fatale. Enfin voilà, ils vont s'installer sur des endroits, sur des opportunités, mais la priorité sera avant tout, pour moi, capitalistique. Ouais, je pense que c'est n'importe quelle exploitation, c'est pas spécifique à l'aquaponie. Non, mais ça prend le même chemin. Cette idée des micro-exploitations et de l'industriel. Et on assiste à cette dichotomisation sur tous les systèmes de production horticole. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste finir de répondre à la question sur des exemples. Ce que j'ai en tête, et on sera tous d'accord là-dessus, en fait, la première économie, c'est l'investissement qu'on ne fera pas. Et donc, du coup, pour donner un exemple concret sur le sujet énergétique, moi, globalement, par exemple, je ne voulais pas avoir 1 euro à payer pour alimenter, du coup, mes 632 mètres cubes d'eau. Et donc, je me suis installé une collecte d'eau de pluie, donc j'ai investi 24 000 balles pour me créer, du coup, en fait, une citerne d'eau de pluie qui fait l'eau de la surface des serres, ce qui m'a permis, du coup, pendant toute la durée de l'exploitation de l'éco-village, de ne pas dépenser 1 euro de facture d'eau. Et pour moi, ça c'est juste du coup super important parce que du coup, en fait, j'avais un facteur qui normalement aurait dû être cher. Hein. Enfin, le coût de l'eau, ça coûte quand même assez important. Puis après, un autre sujet, comme j'étais en zone périurbaine, et qu'on était en zone de champ en captant, donc avec des nappes phréatiques sous l'exploitation, et bien du coup, en fait, moi j'en ai profité, comme l'eau est à 12 degrés en continu dans cette nappe, j'en ai profité pour installer ce qu'on appelle du coup un échangeur à plaques. Et puis donc du coup, avec un peu de R&D, hein, ça a duré quelques mois de recherche, mais on a réussi à dimensionner techniquement pour lisser les crêts de température. Parce que en fait, mon marché, c'était du coup la métropole illoise et l'Eurométropole, et on avait du coup des clients qui étaient super intéressés par la truite. Mais la truite, ça a été évoqué précédemment aussi, se pose la question à un moment donné, en fonction de la température de l'eau dans le système, du coup on fait de la sortir. Moi je voulais pouvoir faire de la truite toute l'année. Donc la logique que j'ai eue, c'était de me dire il faut que je lisse les crêtes de température à la hausse l'hiver et à la baisse l'été.
Et donc du coup avec cet échangeur à plaques, et bien du coup j'avais la possibilité du coup d'avoir de l'eau entre 12 et 17 degrés toute l'année, ce qui me permettait du coup en fait avec une faible consommation énergétique, puisque j'avais juste une pompe de forage qui passait dans les échangeurs à plaques et qui ensuite repartait du coup dans les nappes dans un forage de rejet, voilà. Mais du coup j'avais un faible coût énergétique. Mais en même temps ça me permettait de pérenniser mon modèle économique, puisque du coup j'arrivais à faire de la truite toute l'année et ça avait aussi une bonne incidence du coup sur la partie production légumière. Je voulais juste apporter ces deux petits exemples concrets du coup. Une dernière question. Et maintenant, vous rebondissez comment? Eh bien, après une retraite, je pourrais en parler pendant 3 jours, mais après une retraite spirituelle dans une abbaye avec des sœurs, parce que du coup l'épreuve a été vraiment délicate, mais si vous avez des questions, avec grand plaisir pour en discuter après. Du coup, j'ai pu appréhender du coup en fait les enjeux du coup de la blessure, le cycle, etc. Et puis aujourd'hui, du coup en fait, je réentreprends à nouveau en développant tout un tas de projets, plutôt en lien avec l'accompagnement du coup en fait de dirigeants de PME et de TPE, du coup en fait plutôt sur du pilotage et de la gestion d'entreprise. Qui est devenu faussaire? Eh bien, du coup, merci. Du coup, aujourd'hui, en fait, mes avocats m'ont vivement recommandé de ne toucher à rien. Donc aujourd'hui, j'ai un peu de végétation qui reprend ses droits à l'intérieur des serres, puisque du coup, en fait, le contentieux suit son cours contre les avocats, enfin contre la partie adverse, donc le constructeur de serres. Sauf que je l'avais commencé à le dire tout à l'heure, en fait, la temporalité d'une action judiciaire vs la vie de l'entreprise n'est pas du tout la même. Et là, je pourrais en parler pareil si vous avez des questions, mais parce qu'on sort un peu du contexte du coup de l'agriculture urbaine, etc. Mais voilà, j'ai démarré l'action judiciaire le 21 février 2022 et là on a réussi à associer du coup en fait à la cause les assureurs du constructeur et du sous-traitant depuis 1 mois et demi. Donc, après il faut payer raisonnablement du coup en fait les experts judiciaires, les honoraires d'avocats et j'en passe, mais on sort vraiment du sujet, mais avec grand plaisir pour en parler si vous avez des questions. Mais en tout cas, il faut, Guillaume et tous les intervenants l'ont dit, c'est entreprendre dans l'aquaponie, il y a un sujet du coup en fait en lien avec l'agriculture, l'aquaponie, etc. Mais il faut vraiment aussi bien être baqué du coup psychologiquement, sereinement, et être serein quant au développement de son projet. Et puis du coup avoir une assise financière qui permet du coup en fait de tenir plusieurs mois et d'être prêt à vivre une crise Covid par exemple. Voilà. Ok, donc pour conclure tout ça, juste pour revenir là-dessus, les 5-6 fermes qui ne produisent plus aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est celles qui ont essuyé les plâtres, c'est celles qui sont, c'est les précurseurs en fait, c'est ceux qui ont été dès le début là, donc qui n'avaient pas forcément des modèles techniques validés, des modèles économiques validés non plus, et qui, comme toute filière naissante, ont eu des difficultés économiques. Donc c'est normal que sur 30-35 fermes, si on considère les fermes qui produisent aujourd'hui et qui produisaient hier, il y a entre 35 et 40 fermes, c'est normal qu'il y en ait une partie qui est périclitée sur le chemin. Et c'est les premiers, les pionniers, et c'est grâce à eux que la filière ensuite va pouvoir continuer à se développer, et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des retours d'expérience de Guillaume de Coninck là-dessus, notamment sur la structuration de filière et l'accompagnement des futurs porteurs de projets. C'est ceux qui ont eu des difficultés qui sauront mieux les traiter. Ensuite, pour répondre à la question initiale, qui était un modèle d'aquaponie urbain, donc le modèle d'aquaponie urbain, là si on regroupe à peu près tout ce qu'on a dit, il y a énormément de difficultés économiques qui viennent rajouter des charges supplémentaires à un modèle qui de base, même en région périurbaine ou rurale, a déjà des investissements hyper importants. Donc c'est des modèles très contextualisés comme ça a été dit, avec des partenariats, comme l'exemple typique là ça va être le modèle d'Arnaud, des modèles très intégrés avec des visites, de la diversification, etc. Et donc difficile d'être producteur et de vendre des légumes ratatouille, de la salade et de la carpe en pleine ville sur 1 hectare. Voilà. C'était le mot de la fin. Bravo.